heureuse de vous retrouver encore ces dimanches, mesdames et messieurs. Très heureuse de recevoir le député élu pour la deuxième fois successivement dans l'Assemblée nationale. Il est de la circonscription de Walikale dans le Nord Kivu. Vous l'avez sans nul doute deviné, je veux recevoir ce dimanche Juvenal Munobo Mubi. Il est de l'UNC, le parti cher à Vital Kamere. Très heureuse donc de vous recevoir. Et félicitations pour votre réélection. Hein. Merci, madame. Il n'y en a pas beaucoup hein, cette fois-ci. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Beaucoup vous ont condamné hein, pour cette législature. On a sanctionné, c'était vraiment pour vous un vote de sanction cette fois-ci? Oui, bon, c'était une sanction, je dirais, positive. Hein, pour vous, hein, pour ça moi, pour vous. Je me suis efforcé de garder contact avec ma base. Que je visitais régulièrement et à Kinshasa. J'en suis tellement, nous sommes amis sur les réseaux. Je n'étais pas muet à Kinshasa. Nous sommes amis sur les réseaux sociaux, j'ai vu les photos, les descentes à Walikale. On vous reproche souvent ça, vous les députés, surtout du Congo profond, d'oublier un peu vos électeurs quand vous êtes à Kinshasa. Alors, Juvenal Munobo, à l'Assemblée nationale, vous parlez maintenant du règlement d'ordre intérieur. Ouais. Et ce qui m'a marqué, ce qui a fait titre dans ma tête, c'est un des articles sur le fait qu'il n'y aura plus de motion de censure quand il y a des motions incidentielles pour casser un peu la motion de défiance par rapport aux députés. Parce qu'on a reproché à la législature passée cette tactique-là de chaque fois qu'il y a une motion de défiance, il y a maintenant cette motion incidentielle pour casser. Cette fois-ci, vous avez opté pour ça. Oui, bon, disons le règlement intérieur n'est pas encore adopté définitivement, mais ça pourrait être la plus grande innovation. Qu'il n'y ait aucune motion incidentielle, on dit motion de tout ordre, qui viendrait court-circuiter ou stopper, bloquer l'examen d'une motion de défiance ou d'une motion de censure. Parce qu'on a assisté justement à des situations comme celle-là, où un ministre qui est poursuivi par une motion de défiance, le ministre est arrivé, mais au lieu qu'il s'explique, qu'il se défende, il y avait des motions un peu opportunistes, on appelle ça motion incidentielle, qui faisaient échapper pratiquement les ministres de l'examen de son secteur par les députés et même de la sanction qui pourrait lui revenir. Alors ça a été des tristes mémoires cette expérience et le règlement veut donc tirer des leçons de tout ça et on attend voir. Il y a une grande tendance qui va dans le sens d'appuyer cette innovation. Il y a aussi une autre innovation, c'est d'interdire les votes par procuration. Il y a des députés qui ne viennent pas, des absents. C'est pour décourager l'absentéisme qu'on a interdit. On a remarqué toujours la sous-représentativité, nous sommes au mois de mars, la sous-représentativité de la femme. Encore en cette législature, pourquoi les partis ne boostent pas, ne font pas une discrimination, je me permets peut-être de le dire, une discrimination positive par rapport à la femme. Quand je vois le Rwanda, qui a 50-50, comme je le dis, hein, à l'Assemblée nationale rwandaise, pourquoi chez nous, on n'arrive pas à booster la présence de la femme à l'Assemblée nationale? Vous allez nous dire que c'est la faute à la femme, mais quand même... Je crois qu'il faut davantage faire un travail de veille de conscience. Le gouvernement doit faire quelque chose, hein. C'est pas pour rien qu'il existe un ministère de conditions féminines. Ça serait d'engager un dialogue avec les femmes, les acteurs politiques, les femmes dans les partis politiques, pour qu'elles bataillent durement. Je ne néglige pas les efforts que les femmes fournissent, mais je sais aussi que dans les partis politiques, beaucoup de leaders, hein, ils ne sont pas encore... aptes à laisser les femmes, à promouvoir les femmes. À l'UNC, il y a eu combien de femmes qui ont été élues cette année, cette législature à l'UNC? Beaucoup, une dizaine? Il y en a pas? Il y a eu beaucoup de candidates, c'est vrai, mais peu d'élus. Il n'y a pas eu d'élus à l'UNC. Dommage, et pourtant vous êtes un grand parti, vous aurez été un modèle. Et donc dans l'ensemble, oui, nous avons aligné des femmes, c'est déjà quelque chose, parce qu'il y a des partis qui n'alignent même pas des femmes. Hein, il y a par exemple dans ma circonscription, il y a une dame qui a eu 8000 voix, mais dommage, elle n'a pas été élue, elle était candidate députée provinciale. Et on a aligné des femmes un peu partout, à Kinshasa, dans d'autres circonscriptions. Alors, chez nous, il y a cet effort-là. Il y a les ONG aussi, il y a beaucoup d'ONG qui s'intéressent à la question féminine, devraient avoir des entretiens réguliers avec les responsables des partis politiques, des ateliers, des formations, des séances de conscientisation
pour que les femmes politiques connaissent pas de freins pour dans toutes les formations où elles évoluent. Nous prenons le tout. C'est un travail à faire au niveau des femmes, et au niveau des leaders. Mais moi, je pense, ça c'est mon avis tout à fait personnel, qu'il faut une discrimination positive, vraiment aligner beaucoup plus les femmes pour... C'est vraiment un défi à relever, peut-être pour la prochaine législature en 2023. Elle l'a dit déjà dans plusieurs de ses interventions, je crois même dans les discours d'investiture, que la femme... Que ce ne soit pas des discours vains, que cela se manifeste par les actions. Nous prenons le tout premier thème, mesdames et messieurs, nous allons parler de 100 jours de Félix Tshisekedi. Ça s'est dit et ça a eu beaucoup de commentaires vraiment des uns et des autres. Quand est-ce que commencent les 100 jours? D'ailleurs, c'est la question que je vais poser à Juvenal Mounoubo. Le 100 jours du président est attendu avec impatience. Il a d'ailleurs donné déjà vraiment presque une ligne de conduite pour ces 100 jours. Vous avez suivi cela la semaine passée. Alors, notre rédaction, comme à l'accoutumée, quand il s'agit des grands enjeux de l'heure, réfléchit et nous vous proposons cela. Rassi, s'il vous plaît, le premier condensé. Comme on peut le constater sur ce tableau synthétique, la voirie dans le district de la Tchangou, qui n'a qu'une seule voie de sortie, à savoir le boulevard Lumumba, a retenu aussi bien l'attention du président de la République, Félix Tshisekedi. Celui-ci vient d'instruire l'OVD pour la réhabilitation dès ce 2 mars des avenues Kulumba, Pelende et de la Sablière pour un coût global de 5 441 620,17 $ américains. L'avenue Kulumba, 1,99 km, sera dotée d'une chaussée dans 90 jours, travaux évalués à 3 940 926 $ américains avec un acompte de 3 57 900,11 $ américains pour les 100 premiers jours du chef de l'État. De même, l'avenue Pelende, longue d'1,26 km, se verra réhabilitée partiellement et dotée d'une chaussée pour un coût global de 826 514,2 $ américains, dont le premier acompte à décaisser est 413 557,1 $ pour les 60 jours prochains. Enfin, l'avenue de la Sablière, 0,75 km de longueur, se verra aussi dotée d'une chaussée pour 674 180,15 $. Les travaux ici ne prendront que 30 jours. Les artères qui seront exécutées par l'OVD devront être suivis par les habitants de la Tchangou, comme souhaité par le président de la République, Félix Tshisekedi. La réhabilitation de l'avenue Kulumba, par exemple, pourra désengorger le principal axe, le boulevard Lumumba, réputé pour ses longs bouchons. Que l'Église a salué ces signaux forts lancés par le chef de l'État, surtout sur le plan sécuritaire, l'engagement pris pour essayer quand même de mettre nos frères et sœurs, nos compatriotes des zones en danger dans un état de paix. Deuxièmement, sur le plan politique, la volonté de la décrispation de la situation politique. Nous pensons que cela rencontre vraiment les attentes de la population. Troisièmement, il faut noter sur le plan toujours de la gouvernance, où il a promis mettre sur pied un code éthique de bonne gouvernance et y veiller. Ça, c'est aussi un message fort. Et le dernier message fort, l'avant-dernier plutôt, qu'il a lancé, c'est l'assainissement au niveau des animateurs de l'institution ou de l'instrument judiciaire du pays. Quand il affirme placer des personnes dont la moralité n'est pas sujette à caution, je pense que cela rencontre valablement les assentiments de l'Église et de la population. Et au finish, lorsqu'il promet un travail qui touche à la dimension sociale de la population, surtout dans la réhabilitation de nos routes, et nous disons vraiment merci. Mais de l'autre côté aussi, nous voulons qu'il y ait un mécanisme d'accompagnement à cette bonne volonté politique, parce qu'il faudrait éviter que toutes ces promesses, déjà que certaines ne sauront pas se réaliser dans les 100 jours près. Il faudrait aller au-delà des 100 jours, compte tenu de la durée, du point de vue technique de ces travaux. Il faudrait que la population les comprenne également, pour que ceci ne tombe pas sous le coup d'un discours générique, parce qu'il appartiendra, je crois qu'il l'a dit lui-même,
aux différents partenaires, aux acteurs politiques, à la population d'accompagner. Ce n'est pas le travail du chef de l'État motu proprio, mais c'est un travail de la société, c'est un travail de la nation où les uns les autres, on sait qui les concerne, à pouvoir contribuer de manière à l'aboutir. Je peux vous appeler Juvenal? Oui. Voilà, Juvenal, quand est-ce que commencent les 100 jours, en fait? Parce que ça soulevait un débat. Est-ce que les 100 jours commencent dès la prestation du serment du président de la République ou à la formation du gouvernement? Alors, les 100 jours, dans l'esprit de ces programmes d'urgence, parce que ça a été présenté pour capitaliser les 100 jours, c'est depuis l'investiture. Depuis l'investiture. C'est-à-dire depuis la prise de fonction du président Félix Tshisekedi. Mais selon l'invité que j'avais reçu la semaine passée, oui, on aura 200 jours. Donc, pas 200 jours. Il y aura les 100 jours du président et les 100 jours du gouvernement. On évoluera comme ça. C'est là 100 ans comme ça. Donc, vous avez suivi ce compatriote de l'Église du Christ au Congo qui a parlé du mécanisme d'accompagnement. C'est ce qui nous manque souvent. Il a dit, il ne veut pas que les promesses du président soient un discours générique. Comment est-ce que la population peut accompagner ces mesures? Est-ce qu'il y aura je ne sais pas, des instances de surveillance qui seront mises en place pour tracer tout ce que le président a promis lors de ces 100 jours? Alors, l'instance de surveillance par excellence, c'est la société civile. La société civile qui est censée se structurer. Déjà, la société civile a plusieurs branches. Il y a, par exemple, le réseau pour la réforme du secteur de sécurité. Nous l'avions constitué quand j'étais dans la société civile. Vous êtes toujours sur la commission défense et sécurité? Je suis de la commission de défense. Vous restez toujours? Je reste dans la commission de défense. Ok. Alors, bon, la société civile, elle est là. Il y a les acteurs de la société civile qui sont spécialisés dans le domaine sécuritaire. Il faudrait qu'à un moment donné qu'il rappelle au président, parce que le président a parlé, le président de la République a parlé de la consolidation des positions FARDC, mais aussi du dialogue. Il faut engager un dialogue avec les acteurs dans la région. Mais le président a promis aussi lors de sa campagne qu'il va s'installer à l'est de la République, je ne sais pas, Benigoma, Butembo, où c'est. Mais vous êtes de là, vous êtes de Walikale et au nord Kivu. Les gens s'impatientent, nous sommes dans les réseaux sociaux, les tueries continuent, les massacres continuent, les gens se disent, le président nous a abandonnés parce qu'il avait promis. Il a dit, dès que je serai président de la République, je viendrai m'installer là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce retard? On attend toujours la formation du gouvernement? Ou ce n'est pas une urgence pour le chef de l'État? Bon, sûrement qu'il sait quand est-ce qu'il pourra concrétiser cette promesse, mais je me réserve le droit au fait de faire passer le message, parce que c'est notre coalition en fait qui est au pouvoir, et ça donnerait évidemment un signal fort que le président de la République, la présidence, veut aller au plus près du lieu où se déroule le massacre. Parce qu'il faut savoir que la situation est très très préoccupante, surtout ces derniers temps. Pourquoi ça avec continue? des tueries Il y a une alternance, Juvenal. Vous êtes de là, vous êtes de Walikale, vous êtes du Nord Kivu. Les gens ne comprennent pas, malgré cette alternance tant souhaitée, les massacres continuent. Donc Kabila n'était pas, au fait, le mal incarné à l'époque. Le problème ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. C'est la résultante au fait de la réforme du secteur de sécurité qui n'a pas connu de progrès. On le disait souvent à l'Assemblée nationale qu'il faut marquer des progrès dans la réforme du secteur de sécurité, la réforme de l'armée, la réforme de la police. Il faut contrôler la circulation des armes légères dans cette région. Eh bien, c'est la résultante de tout ça. Il y a eu des faiblesses dans la gouvernance sécuritaire et qui ne datent pas d'hier. Ça fait des années, on en parle, on insiste. C'est un peu ça, les résultats, c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, donc, l'alternance, la seule alternance ne pouvait pas changer toute la donne. Changer toute la donne. Eh bien, il faut y travailler. Il faut installer un bon gouvernement, un ministère de la Défense efficace, un ministre de la Défense évidemment efficace aussi. Mais aussi, il faut voir au niveau du commandement, parce que le problème, c'est à ce niveau. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. Il n'y a que des mauvais chefs. Il faut chaque fois s'assurer de ça. Il faut travailler conjointement avec les députés aussi. Parce que quand les députés effectuent une mission d'information, ils reviennent avec des recommandations. La chose utile à faire pour le gouvernement, c'est de suivre ces recommandations. Voilà que nous avions amené des recommandations. Lorsque les massacres ont commencé à Béni, c'était fin 2014, mais ces recommandations n'ont pas été largement suivies par le gouvernement. Alors, si le gouvernement travaille conjointement avec les députés, les parlementaires, la société civile, la MONUSCO aussi, c'est un acteur important,
parce qu'il y a aussi un défaut, là, une faiblesse de collaboration entre FARDC et MONUSCO. Je crois que si on agence ces rapports très bien, s'il y a la collaboration par tous les acteurs, je crois c'est possible de mettre fin à ça. Vous avez suivi le plan de 100 jours du chef de l'État. Alors, on a dit que c'est peut-être pas réalisable dans les 100 jours, hein, proprement dit. Il y a certaines réalisations qui dépasseront les 100 jours, il faut le dire à la population. Et l'argent, la population m'a dit de vous poser cette question. D'où proviendra l'argent? Puisqu'on n'a pas encore de budget, la question peut paraître terre à terre, mais les gens se posent cette question. D'où proviendra l'argent pour que le président puisse réaliser ce qu'il a promis pour ces 100 jours? Oui, la question est légitime. Moi-même, je me pose cette question, honnêtement. C'est vrai, c'est notre coalition qui est au pouvoir, mais l'argent, où est-ce que le président va mobiliser l'argent? Sûrement, il sait comment il va mobiliser l'argent. Je crois qu'il faudra aussi attendre le programme quinquennal, hein, parce qu'il faut que ces programmes d'urgence s'insèrent dans les programmes quinquennals. Je serais très curieux de voir Est-ce que ce n'est pas aller vite en besogne, comme une certaine opinion le dit? Le chef de l'État est allé vite en besogne. Non, parce c'était qu'il y a peut-être... il voulait marquer sa présence, c'était important. Pour dire que je suis là, je travaille. C'était important, c'était important. Il y a ceux qui ont dit que c'est une opération de communication. De charme, tout simplement. Mais je ne pense pas. Hein. Il y a la sincérité. Quand j'écoute les discours du président Tshisekedi, quand je le suis, je vois une dose de sincérité dans ce qu'il dit. Donc il veut changer la situation, il veut arriver à une rupture. Il veut vraiment un nouveau système, mais ce n'est pas, il veut pas faire la tabula rasa, parce qu'il y a ceux qui confondent, ils pensent que le changement, ça serait une sorte de fracture, qu'il faut faire la chasse à la sorcière, qu'il faut faire une tabula rasa ou une table rase. Lui n'est pas dans cette logique, mais il veut que le système change. Et je sens, il y a une dose de sincérité. C'est vrai que, Maurice, accorde-moi une minute, comment ce système changera avec les mêmes personnes? Qu'on le veuille ou pas, le système est composé des hommes. Les hommes font le système. Mais vous nous dites, vous ne voulez pas de la tabou. Et pourtant, les gens se sont battus, les gens sont allés voter pour que ces gens-là ne soient plus là. Comment vous allez faire ce changement avec les mêmes personnes? En fait, il n'y avait pas que de mauvaises personnes dans l'ancien système. C'est devenu votre langage aujourd'hui. Il n'y avait pas que de mauvaises personnes. Pour l'UNC, pour l'UDPS aujourd'hui, il n'y avait pas que les mauvaises personnes aujourd'hui. Je crois qu'il faut nuancer. Il y avait des hommes honnêtes. Qui étaient noyés dans les systèmes, selon vous? Oui, c'est ça. Donc, il y a des hommes honnêtes et je crois que le président va s'appuyer sur ces hommes honnêtes. Je crois qu'il a commencé à le faire. Il a parlé de code d'éthique et de bonne gouvernance, mais quand on voit le résultat... Parmi ses collaborateurs, il y a ceux-là qui ont travaillé avec l'ancien système. Prenez le cas du Conseil spécial en matière de sécurité. Donc lui, il ne vient pas tout balayer. C'est de la DGM, c'est ça? Oui. Donc lui, il n'est pas venu tout balayer, au fait. Il va s'appuyer sur l'expertise, l'expérience de ceux qui ont travaillé aussi avec l'ancien système, mais qui étaient des personnes honnêtes. Parce que voilà, tous n'étaient pas malhonnêtes, quand même. Voilà. Le message est passé, tous n'étaient pas malhonnêtes, donc pas de tabula rasa. Donc prenons le deuxième sujet, mesdames et messieurs, c'est la décision du Conseil d'État sur les ministres élus. Vous le savez, ils devaient faire le choix. Hein. Donc beaucoup sont allés à l'Assemblée nationale rejoindre Juvenal Monobo, et il y a eu une restructuration de ce gouvernement et la déclaration de la SENCO. La déclaration de la SENCO commence par ce constat. Constat. Le 10 janvier 2019, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié les résultats provisoires proclamant le président de la République et les députés provinciaux. Le 12 janvier 2019 a eu lieu la proclamation des députés nationaux. Le 19 janvier 2019, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de l'élection présidentielle. Finalement, la même Cour a investi le nouveau président de la République le 24 janvier 2019. Face à une situation qu'elle qualifie de demi-vérité, les archevêques et évêques, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, réunis en session ordinaire à Kinshasa le 27 février dernier, ont tenu à rappeler les valeurs qu'ils défendent. Elle estime qu'il y a des valeurs non négociables, notamment le respect de la dignité de la personne, la vérité, le respect du souverain primaire,
l'honnêteté, l'unité et la cohésion nationale, la justice et la paix. C'était peu avant de présenter aux nouveaux gouvernants les attentes de la population congolaise. Pour rassurer le peuple, nous invitons les nouveaux gouvernants à rompre radicalement avec les antivaleurs des anciens régimes et de donner des assurances concrètes d'une meilleure gouvernance. La SYNCO exhorte les nouveaux animateurs ainsi que la population à un sursaut d'éthique et patriotique afin, dit-elle, de rendre effective l'alternance démocratique. Tous les ministres, élus, députés nationaux ou provinciaux sont invités à quitter le gouvernement. Ainsi en a décidé le Conseil d'État dans son arrêt rendu public le vendredi 1er mars dernier. Ce verdict est consécutif à une requête du vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, faisant alors l'intérim du Premier ministre demandant l'interprétation des articles 77 et 78 de la loi électorale. Pour le Conseil d'État, à travers l'article 77 de la dite loi, le législateur congolais a voulu établir un régime d'interdiction de cumul de fonctions et mandats qu'il vise. Ainsi, à partir du moment où les responsables publics visés dans cet article, entre autres vice-premiers ministres ou ministres, ont opéré leur choix en faveur de leur nouveau mandat électif en se basant sur l'article 78 de la même loi électorale, ceci a pour fait immédiat la cessation automatique et définitive de leurs fonctions ou mandats actuels. Étant donné que la validation de leur mandat par les assemblées parlementaires leur procure tous les droits et toutes les obligations attachées à la fonction parlementaire. Conscients de cet arrêt, certains membres du gouvernement ont déjà commencé à tirer leurs conclusions. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, par exemple, dit avoir pris acte de la décision du Conseil d'État. José Makila affirme que désormais, il n'est que simple député et siégera en tant que tel. Merci à toi, Élisée Odia, simplement journaliste, non talibane, comme elle le dit elle-même. Alors, Juvenal, le Conseil d'État, voilà, le Conseil d'État a tranché. Ils ont dit, maintenant c'est l'Assemblée nationale. Pour vous, c'est une bonne chose parce qu'il y avait cumul de... Oui, j'étais très content de la décision du Conseil d'État. Cumul de fonctions, voilà, oui. Et je me demande moi-même pourquoi le Premier ministre avait saisi le Conseil d'État. C'est là de soi. Oui, parce que les choses étaient très claires. Il faut toujours poser la question. Parce qu'en lisant la Constitution, les choses sont très claires. Que dit la Constitution? Il y a des fonctions incompatibles. On ne peut pas être membre du gouvernement en même temps député, ainsi de suite. C'est exactement l'article 108. Donc il suffisait de lire l'article 108 pour se rendre compte que les choses étaient si simples. Alors, en saisissant le Conseil d'État, peut-être qu'il voulait nécessairement que le Conseil d'État donne un avis, mais moi, si j'étais son conseil, je ne lui aurais même pas demandé de procéder. Et pour vous, cette restructuration, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, sauf que je vois certains ministres être surchargés maintenant. Il y a un peu comme surcharge, je ne sais pas si vous l'avez constaté. Par exemple, la défense, on a fusionné, je crois, la défense et la fonction publique, si je pense sur l'annonce. Il y a quand même une sorte de surcharge à ce niveau-là, mais évidemment, il faut qu'il s'appuie. Mais pourquoi on n'a pas donné carrément la question? Un internaute m'a dit de vous poser cette question, Juvenal. Pourquoi les secrétaires généraux ne font pas carrément simplement ce travail? Ça se fait à un moment dans notre pays, si je me rappelle bien. Et dans d'autres pays aussi. Et dans d'autres pays, en Belgique, ça s'est fait et tout ça. Voilà. Pourquoi pas donner ça aux secrétaires généraux de l'administration, tout simplement? Et c'est ça le défi aussi, parce qu'un grand défi dans notre pays, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au stade où il faut donner toute sa valeur à l'administration. Les secrétaires généraux, c'est des gens qui ont la maîtrise des ministères, de par la nature même de leurs fonctions. Ils sont stables, parce que les ministres, ils arrivent, ils partent. Ce sont des fonctions politiques. Des fonctions politiques. Et donc, il faut s'appuyer. Un ministre qui veut être efficace devrait s'appuyer sur les secrétaires généraux, sur les responsables de l'administration. Et lorsqu'un gouvernement est réputé démissionnaire, je crois que c'est le cas de notre gouvernement, eh bien, on devrait laisser les travaux aux secrétaires généraux et ils pouvaient bien faire ce travail. Il faut éviter une politisation.
à outrance de nos institutions. Et donc, si ça ne dépendait que de moi, normalement, on ne devrait pas commencer à fusionner des ministères. Il y a sur chaque... Par rapport à la SENCO, est-ce que la SENCO, selon vous, a fait marche arrière? Oui, il faut le dire, parce qu'avant c'était la condamnation. Et on parlait de la vérité des urnes. Bon, il disait carrément que ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a été élu. Il savait trouver des termes un peu pour s'exprimer, mais c'était une condamnation. On est allé donc de la logique de la condamnation à l'approche des conseils. Et c'est déjà bien. Lorsque la SENCO demande au président Tshisekedi de faire un effort pour rompre avec les antivaleurs. Mais comment rompra-t-il avec les antivaleurs? J'y reviens, Juvenal, parce que cette question titille beaucoup les Congolais. Oui. Comment le président rompra-t-il les antivaleurs s'il est entouré des mêmes personnes qui sont presque la personnification, permettez, de ces antivaleurs? C'est ça la grande question. Doit-il continuer avec les mêmes personnes qui incarnent ces antivaleurs? Mais déjà, il nous a surpris positivement. Vous avez suivi cette décision du responsable des Transco, de la société des transports en commun. C'est pour dire que c'est possible. Donc c'est pour dire que c'est possible qu'il rencontre les aspirations de la population, c'est possible qu'il sanctionne. Tout dépend de lui, tout dépendra de lui, tout dépendra de ses collaborateurs, tout dépendra du gouvernement qu'il mettra en place. Et je crois qu'on attend impatiemment, et ça dure, mais il y a notre condensé rien que sur ça. Mais les membres de la SENCO, l'abbé Chollet, le porte-parole, l'a dit, il y a des valeurs non négociables. Il a cité la vérité, il a cité la souveraineté, il a cité l'honnêteté, la dignité, la justice et la paix, et tout ça. Donc, même s'il y a rétropédalage, mais il y a certaines choses, on ne peut pas négocier, par exemple, avec l'honnêteté, avec la dignité du peuple congolais, tout ça. Ça, c'est une bonne chose. Tout à fait. Ce sont comme des garde-fous, selon vous. Bien sûr. Et je pense qu'il ne faudrait pas transiger là-dessus. Quand il y a un cas de détournement, eh bien, commis soit par quelqu'un qui a travaillé avec l'ancien système ou le nouveau système, eh bien, il faut qu'il soit sanctionné celui qui s'est rendu coupable d'un acte de détournement. Alors, les valeurs d'intégrité, quand on gère les fonctions publiques, c'est des valeurs, il y a des valeurs non négociables, des valeurs de liberté. Il faut quand même dire qu'il y a des progrès. Lorsque les opposants manifestent, maintenant là, il y a des meetings de l'opposition, M. Fayoulou a tenu un meeting, et même la RTNC a diffusé des tranches de son meeting. Vous sentez aujourd'hui ce changement au sein de la... Qui croyait que la RTNC allait accorder la parole à l'opposition? Personne ne le croyait. Je crois même Fayoulou lui-même doit être surpris que ces meetings soient en train de diffuser par la RTNC. Parce que la RTNC, nous avions comme l'impression que la RTNC, c'était la chaîne du PPRD, la chaîne des télévisions du PPRD. On avait oublié que c'était la chaîne officielle. Mais petit à petit, la RTNC est en train de retrouver sa destination initiale. C'est une bonne chose. Coup de chapeau à la RTNC, nous qui sillonnons les nets aujourd'hui, on sent même cette rénovation, cette touche dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la RTNC est sur Twitter et sur... Ça nous fait agréablement... Ça fait agréablement plaisir de suivre la RTNC sur Twitter. Coup de chapeau, en tout cas aux nouvelles autorités, avec ce nouveau vent-là. Coup de chapeau à vous. Donc, nous allons prendre le troisième thème. Nous allons aller aux assemblées de notre pays, ces assemblées qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Nous allons parler à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, par exemple. Nous avons suivi la perturbation de la plénière par une jeunesse, semblerait-il, qui ne voulait pas de certains candidats comme gouverneurs. Nous allons parler aussi, c'est tombé tout à l'heure, avec cette guéguerre entre Corneille Nangaa et le PGR par rapport aux élections des gouverneurs et des sénateurs, corruption, et paraît-il, le PGR a demandé qu'on suspende un peu l'élection des gouverneurs et des sénateurs. La CENI a dit niet, elle est indépendante, donc il y a tout un... Il y a toute cette guerre froide autour de cela et évidemment, nous avons tendu notre micro comme à l'accoutumée pour qu'on nous parle un peu de la baisse des émoluments de députés. J'ai avec moi un député, c'est le sujet le plus sensible, là où tous les députés sont d'accord et que ça se siège toujours à huis clos, ce sujet-là d'argent. Donc, nous allons prendre ce troisième thème, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors que les députés provinciaux étaient dans le bain de l'ordre du jour, surgit un groupe de jeunes du mouvement citoyen ETCHA.
Sifflets, slogans, affiches pour dire non au choix des candidats du Front commun pour le Congo à la tête de la ville-province de Kinshasa, c'est l'image qu'a donnée la salle de plénière à l'arrivée des jeunes pro-démocratie. Par ce mouvement, Echa appelle les élus de la ville-province de Kinshasa à faire un choix utile. Ce jeune condamne en outre les traitements subis de la part de la police, alors que revendiquer ses droits est garanti par la Constitution, soutient-il. C'est le temple de la démocratie à Kinshasa. On ne peut pas nous chasser comme ça. Nous sommes venus réclamer ce qui est de notre droit. On ne peut pas nous chasser comme ça. Nous sommes venus dire non, non et non à la vaste blague qui se passe ici. Aux boutiques de voix, au forum nos députés pour qu'ils puissent nous faire élire un gouverneur d'IFCC. Les élus du peuple ont tout intérêt de faire un choix judicieux pour le développement de la capitale de la RDC, ont déclaré les manifestants. Réagissant à la demande de la foule au président de la République Félix Tshisekedi lors de la présentation de son programme d'urgence, demande selon laquelle Félix Tshisekedi devrait s'impliquer pour revoir à la baisse les émoluments de parler pour avoir le moyen d'augmenter les primes et salaires des militaires et d'autres agents de l'État. Certains Kinois interrogés partagent ce point de vue. Bon, je trouve ça quand même intéressant, puisque déjà si nous voyons le fondement, depuis longtemps nous déplorons déjà le fait que le militaire et les autres fonctionnaires de l'État n'ont pas des rémunérations considérables. Donc ça serait une très bonne chose si on peut revoir un peu les salaires des parlementaires. Alors, bien qu'il y aurait un problème parce que c'est aux parlementaires eux-mêmes de discuter sur ça. Mais nous aimerons que le président de la République pèse de son poids pour que cela soit réalisé. Voilà. D'autres, par contre, recommandent au chef de l'État d'exercer son pouvoir tel que lui confère la Constitution. Vous croyez que le président n'a pas cette pensée-là? Il a commencé déjà à travailler, il a des bonnes idées, il a donné son discours programme qu'on lui laisse travailler. Pour travailler, il ne doit pas attendre seulement que la base se prononce. Moi, je crois que c'est un faux débat. Je pense que par rapport au salaire, nous sommes un pays qui, durant plus de 20 ans, a travaillé sans normes. Donc il y a un grand travail à faire sur ça. Il ne s'agit pas seulement des salaires des parlementaires, des fonctionnaires, mais même aussi dans les secteurs privés. Il n'y a pas de normes. Donc on doit d'abord mettre des normes, enfin, qu'on peut commencer à parler des salaires. Donc c'est une problématique qui est complètement générale et non sectorielle. Donc moi je pense que sur ce point-là, il ne s'agit pas seulement de la base de l'UDPS qu'il demande, mais plutôt c'est tous les Congolais. Disons que le social de Congolais occupe une place de choix dans le programme d'urgence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Juvenal, c'est la question qui fâche. Vos émoluments. La population dit Bozo Amingi. Si vous êtes vraiment patriote, votre point de vue personnel, est-ce qu'on ne peut pas baisser un peu vos émoluments pour, je ne sais pas, donner cet argent-là aux militaires qui défendent aussi le pays, qui donnent leur vie d'ailleurs. Vous êtes de l'Est, là où les militaires sont là au front, qui bataillent jour et nuit. À l'Ouest aussi, partout, les policiers qui sont aujourd'hui en train de réclamer leurs arriérés de salaire. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose aussi, franchement? Alors, il faut dire les choses clairement. Je suis conscient que les fonctionnaires de l'État souffrent, que les enseignants souffrent. Moi-même, je suis enfant des enseignants. Même mes parents sont enseignants, et les soldats, les policiers. Mais il faut aussi dire la vérité parce qu'il y a beaucoup de fantasmes par rapport au salaire des députés. Moi, j'entends dans la rue les gens dire que les députés touchent 13 000 $. Moi, je n'ai jamais vu ces 13 000 $. Évidemment, mon salaire est de loin supérieur à celui du fonctionnaire de l'État, il faut dire des choses. Mais les gens se posent la question, qu'est-ce que vous faites de si extraordinaire pour que vous ayez
Bon, admettons. 5 000, mettons 5 000 pour être plus gentil. Bon, 5 000 $. Je ne pourrais peut-être pas défendre cela parce que ça pourrait paraître comme l'indéfendable, mais la réalité aussi c'est que contrairement à d'autres pays, hein, aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux par exemple, et même d'autres pays, dans d'autres continents, il y a une sorte de dotation qui est prévue pour accompagner les députés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat. Mais ici chez nous, les députés sont appelés à puiser dans ce qu'ils touchent mensuellement. Pour faire maintenant son travail. Oui, vous trouverez, il y a des députés, parce qu'il faut aussi voir la culture politique de notre population. Il y a dans certaines circonscriptions, vous y arrivez, vous expliquez, vous faites les comptes rendus, la restitution des travaux parlementaires, les lois dans lesquelles vous êtes intervenu si efficacement. C'est pas évident qu'on vous écoute parce que vous rencontrez une population déshéritée, une population pauvre, nécessiteuse, et c'est compliqué. Alors beaucoup de députés puisent pratiquement dans ce qu'ils gagnent pour faire aider des un peu actions cette sociales. population. Il y a des députés pratiquement qui se transforment en donateurs, en ministère des Affaires sociales, en ministère des Affaires humanitaires, en ONG, etc. Ce n'est pas ça, à titre initial, notre fonction, parce que nous, c'est voter des lois, contrôler les gouvernements, mais confrontés à la réalité, nous sommes obligés de partager ce que nous trouvons comme salaire, comme revenu, avec ceux qui souffrent, avec la population. Mais je ne voudrais pas ici paraître comme quelqu'un qui défend les revenus ou les salaires. Mais cette baisse-là, peut-être... Mais je ne voudrais pas aussi qu'on exagère là-dessus, parce que moi, je l'ai toujours dit, en tout cas, on a fini le mandat, ça ne dépassait pas 6 000 comme salaire. Mais cela ne sera-t-il pas une des raisons... Les gens disent, voilà, 13 000, c'est quand même une exagération. Est-ce que ça ne sera pas aussi une des raisons pour empêcher cette ruée vers les assemblées nationales et provinciales aujourd'hui? Quand les gens savent qu'un député touche, par exemple, comme l'a dit Yatoutou, 1 000 $, mais tout le monde ne se battrait pas pour être député. Mais si on sait que l'enseignant touche 1 000 $, que le médecin touche 1 000 $... Ah bon, c'est les honneurs, moi, par exemple, les immunités. J'aime bien les honneurs. J'aime bien les honneurs mérités. Il y a ceux qui se battraient toujours. Je suis d'accord qu'il faut participer à l'effort pour les sociales. Contribution à l'effort pour les sociales. C'est-à-dire, il faut être solidaire aussi. Est-ce que tout le monde est appelé, Juvenal? C'est une question personnelle. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde est appelé à être député. Bon, tout le monde n'est pas appelé à être député. Il n'y a pas que la politique comme fonction à faire. Donc, on peut trouver mieux ailleurs. Tu peux être maçon, tu peux être couturier, tu peux faire l'artisanat. Mais il revient à l'État, au gouvernement, de créer des conditions pour que chacun se retrouve dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait. Alors, raison pour laquelle... Alors, pourquoi il y a une ruée vers la politique? C'est parce que le gouvernement n'a pas créé des conditions pour que chacun s'en sorte dans les domaines qui est le sien. On le voit d'ailleurs... Il y a dans d'autres pays, les journalistes, ils n'ont pas envié à être députés. En France, il y a certains de vos confrères, on ne peut même pas comparer, parce qu'on voit déjà lever de bouclier avec plusieurs chaînes de Kinshasa. Donc, nous allons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous avez suivi ces jeunes de l'État. Cette irruption des jeunes. Des jeunes de l'État. On ne sait même pas s'ils sont vraiment de l'État, parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est de la manipulation d'autres candidats qui ne veulent pas entendre parler des candidats. Mais moi, je vais prendre cet aspect de la corruption, cette guerre entre Corneille Nangaa et le PGR. Est-ce que vous avez entendu parler de corruption pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs? Oui, ça a été dit. Et la presse en a parlé aussi, il y a les cas de Luzolo. Mais pourquoi Corneille Nangaa ne veut pas qu'on suspende pour que le PGR puisse avoir les preuves et qu'il puisse diligenter une enquête par rapport à ça? Sans doute que Corneille Nangaa veut faire passer comme message qu'il est à la tête d'une institution indépendante, qui ne peut pas subir des injonctions de la part de qui que ce soit du pouvoir judiciaire. Mais moi, je pense que c'est dans l'intérêt de nous tous, en fait. Pourquoi il peut ça serait dans l'intérêt de nous tous d'écouter un peu ce que dit le procureur. Exactement. Pourquoi il a bien retardé les élections à Yumbi et d'autres. On sait que c'est par rapport aux maladies et tout ça, mais il y a des gens qui disent que c'est d'ailleurs faux, puisque les candidats y allaient et tout ça. Nous devrions être tous sensibles par rapport à ces allégations. Exactement. Est-ce que lui, Nangaa, ne veut pas entendre parler de corruption et tout ça? Ce sont des allégations graves, et moi je suis d'accord avec le procureur qu'il faut. Mais on dit que le procureur est peut-être allé au-delà de ses prérogatives, comme vous l'avez dit. Non, vous savez, la CENI est un organe indépendant, donc on n'a pas à lui donner des injonctions. La CENI, c'est un organe indépendant
une institution indépendante, mais la justice aussi. Aussi, exactement. Mais lorsqu'il se pose sur l'autre. Ce qu'on minimise, c'est quoi? Il se pose un problème d'ordre public. Exactement. Il y a trouble presque à l'ordre public. Quand il y a des actes de corruption comme ça fait il y a des éruptions des jeunes comme ça qui viennent. Oui, éruption des jeunes, tout ça touche à l'ordre public. Et lorsque l'ordre public est affecté, eh bien, il faut laisser aux juridictions de faire leur travail. Il faut laisser aux procureurs, au ministère public de faire le travail. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut des enquêtes, il faut investiger pour savoir ces actes de corruption, comment ça se passe. Sinon, organiser des élections, on risque de pérenniser les antivaleurs, en fait. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, laisser aux procureurs le travail. Mais il devait y avoir aussi une concertation, qu'on sache entre les deux. Les enquêtes pourraient prendre combien de temps, parce qu'il faut qu'on arrive à renouveler aussi les Sénats. Je suis tout à fait d'accord, et le gouverneur. Mais vous avez suivi ces jeunes de Mais on devait quand même écouter les procureurs, parce qu'il y a trop. Vous avez suivi ces jeunes de l'ECHA, ils ne veulent pas des candidats du FCC. Pourquoi? Alors, la démarche des jeunes de l'ECHA... Ils ont dit parler de Magloire Kabemba, c'est ça le nom, si je ne me trompe pas, et de Gentini Ngobila. Ils n'en veulent pas. Pourquoi? Bon, moi, j'encourage toute éveil de conscience. Raison pour laquelle moi, je ne suis pas opposé aux actions, que ce soit ECHA, Lucha, Filimbi. Mais il faut aussi leur donner des conseils. C'est souvent des jeunes gens qui, souvent, ne respectent pas la procédure aussi. Est-ce que c'était opportun faire irruption dans une salle de plénière, faire du bruit, tout ça avec des affiches? Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne chose organiser des ateliers de sensibilisation des députés provinciaux qui constitueront les corps électoraux pour les sénateurs et les gouverneurs, les sensibiliser à ne pas prendre la corruption? Moi, je crois que c'est à ce niveau-là. Ça serait une action beaucoup plus intelligible, beaucoup plus responsable de la part de ces jeunes. Parce que, comme on dit, en Afrique, l'œuf peut conseiller la poule. Et ces jeunes pourraient réunir les députés provinciaux. Et chez vous, à Walikale, le Nord Kivu, il y a le même problème à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu? Vous savez, la situation du Nord Kivu est particulière. C'est que pour les élections, tant au niveau national que provincial, à cause de Ebola, comme ça a été dit, il n'y a pas eu les élections. On attend donc... Mais on a d'ailleurs repoussé jusqu'au mois de mai. Oui, donc on attend. Et comment vit la population? Est-ce que la population ne se sent pas un peu écartée de ce processus électoral? Oui, tout à fait, parce que c'est quelque chose de légitime, élire ses dirigeants, ses représentants, et surtout que la raison qui était évoquée à l'époque... C'était l'Ebola. Oui, ce n'était pas aussi une raison qui tenait fort. Pourquoi? Parce que même à l'époque, lors de l'enrôlement, les gens y sont allés, les politiciens ont fait des meetings avec... Oui, la campagne, lors de la campagne électorale. Donc la raison n'était pas très convaincante. La raison pour laquelle, à un moment donné, il y a eu des remous, les ras-le-bol, mais moi, je n'encourage pas ceux qui étaient tentés d'utiliser la violence comme moyen d'expression. Mais je sais qu'il y avait un malaise à ce niveau-là, parce que la raison qui était avancée n'était pas très convaincante. Nous prenons autre chose, c'est enfin la formation de ce gouvernement. On attend toujours la formation de ce gouvernement. Et ce communiqué qui a fait tache d'huile, qui a remué encore pour certains le couteau dans la plaie, c'est ce papier-là, la signature entre le FCC et le CACH, pour que nomme carrément un formateur du gouvernement. Et nous allons parler enfin de ce communiqué. Vraiment, ce communiqué a fait tache d'huile, j'y reviens. Beaucoup disent que Kabound n'engage pas le CACH, il a signé en tant que qui, et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de questions, et je vais essayer d'ailleurs d'en approfondir un peu avec Juvenal. Il est membre de l'UNC, donc de cette plateforme. Est-ce que Kabound engage l'UNC en signant ce communiqué? Plus d'images, Rassis, s'il vous plaît. Les plateformes politiques cachées FCC se sont convenues de passer directement à la nomination du formateur du gouvernement. Tels sont les principaux résultats des échanges entre les ténors de ces deux plateformes à Kinshasa. Les deux regroupements politiques ont, au terme de leurs travaux, convenu sur les faits que c'est le FCC qui détient de manière documentée la majorité absolue à l'Assemblée nationale au sens de l'article 78 alinéa 1er de la Constitution. Fort de ces constats, le CACH et le FCC appellent le président Félix Tshisekedi à nommer diligemment un formateur du gouvernement. Ils invitent en même temps l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, à accomplir les devoirs de sa charge, permettant au chef de l'État
a procédé à la désignation du dit formateur. Rappelons que les deux plateformes ne se mettaient pas d'accord quant à la nécessité de noter ou pas l'informateur. Pour le cash, le chef de l'État devait désigner l'informateur en vue d'identifier formellement la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Cette démarche n'était pas du goût du FCC. La méga plateforme initiée par Joseph Kabila se faisait fort démontrer de disposer de 330 députés élus lors des élections du 30 décembre dernier. Est-ce que l'accord tel que ça a été signé par M. Néhémi et M. Kaboun respecte-t-il cet accord respecte la Constitution? Premièrement, je dois faire savoir ici que cet accord-là, sur le plan de forme, ça pose problème parce que je veux M. Kaboun signer comme président du CACH. Pourtant, nous le savons tous que M. Kaboun n'a jamais été président du CACH. C'est lui ou la personne qui est engagée sur le plan de forme le regroupement. Cette coalition CACH, c'était bien évidemment M. Félix Tshisekedi, secondé de Vital Kamerhe. Le fait d'avoir signé cet acte-là ou ces communiqués conjoints entre les deux CACH et FCC, c'est un communiqué qui, en principe, ne devrait pas engager les institutions, qui ne devrait pas engager l'État. Et ça prouve à suffisance que M. Félix Tshisekedi a été non seulement désigné par M. Nanga, mais il y a un accord secret qui ne préserve pas l'intérêt du peuple congolais, mais plutôt l'intérêt ou les intérêts de deux personnes, c'est-à-dire M. Kabila et M. Félix Tshisekedi. Sur le plan formel, maître, laissez-moi vous dire ceci, que le président Félix Tshisekedi a engagé CACH parce que président de l'UDPS. C'est à la présidente de l'UDPS qu'on avait accordé la présence de CACH. Étant devenu chef de l'État, automatiquement, il perd la fonction de président de l'UDPS et donc des CACH. Son remplaçant, M. Kaboun, qui est devenu président de l'UDPS, devient automatiquement président du CACH. Donc c'est si simple que ça, ce plan formel, je voudrais qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Vous êtes juriste, il ne faut pas qu'on lui revienne. Oui. CACH s'est rendu compte que le FCC était majoritaire à l'Assemblée. C'est pourquoi, pour avoir un gain de temps, il ne fallait pas rentrer, payer un informateur, l'engager pour qu'il fasse un travail qui est déjà visible, qui est déjà là. C'est comme ça que l'on passe à la clé supérieure, on nomme tout simplement informateur. Bon, voilà. Même voilà, Juvenal, on y est. Je crois que c'est le sujet que la population attendait. Vous êtes du CACH. Toute première question directe. Kaboun engage l'UNC en signant ce communiqué? Alors, Kaboun, Jean-Marc Kaboun, le collègue Jean-Marc Kaboun, aujourd'hui, il est le président de l'UDPS. Le président du CACH, c'est celui qui était président de l'UDPS, c'est le président de la République actuellement, Félix Tshisekedi. Et donc, moi, j'ai compris qu'il a agi comme président de l'UDPS et par voie de conséquences, président du CACH. Parce donc, que c'est écrit au bas de sa signature, président du CACH. Donc il engage l'UNC. Pour le CACH, voilà. Jean-Marc Kaboun, président. Chers téléspectateurs, vous avez la réponse. Donc Jean-Marc Kaboun engage aussi l'UNC. Deuxième question. Le silence de Vital Kamerhe et du président de la République par rapport à cela. Parce que ça soulevait un tollé. Moi, d'ailleurs, j'ai reçu des insultes, comme d'habitude, quand j'ai publié ce communiqué. C'est un fake news. Paulette, tu exagères, tout ça et tout ça. Moi, j'ai dit non. Toutes les chaînes étrangères, les sites qualifiés de la RDC ont publié ce communiqué. Donc, c'est vrai. Mais même chez les membres de l'UDPS, même chez certains membres du CACH, ce communiqué ne passe pas. Alors, Juvenal, on a suivi encore la réponse de Kabouya, qui a dit que le président a fait jouer le rôle de l'informateur à Jean-Marc Kaboun. C'est son point de vue. Non, il a dit officiellement. Il a parlé. On n'invente rien, on a suivi le son. Ouais. Quand est-ce que le président a nommé Kaboun comme informateur? Parce qu'à Windhoek, il avait dit qu'il allait nommer un informateur. On l'a suivi. Il a dit qu'il joue, en français, chaque mot pèse. Il a joué le rôle de l'informateur. Et il a donné ce qu'il a dit, qu'il y a majorité FCC CACH.
Alors, il a fait ce travail-là. Vous, vous êtes député. Question directe. Et vous avez consulté? Bon. Il est allé à l'Assemblée nationale, il a consulté les présidents. Il n'y a même pas encore de président de groupe parlementaire. Il a consulté qui pour faire sortir cette majorité? Il a travaillé quand? Il est allé où? Il a vu qui pour qu'il y ait cette majorité? Bon, moi, je crois que tout est parti d'abord de Windhoek. Hein, quand le président de la République a effectué une mission dans le cadre des échanges bilatéraux avec la Namibie, et lorsqu'il a rencontré la diaspora, on lui a posé la question sur le gouvernement et il a dit qu'il va désigner dans les prochains jours un informateur. Alors, c'est que une faction de la population, quoi. Hein. Il y a des gens qui pensent que ce qui devrait se passer, ce n'est pas se communiquer, ça devait être alors la désignation d'un informateur. Ça doit se faire avec ordonnance présidentielle. Bien sûr, donc ça ne peut pas, ça ne peut pas être implicite à mon avis. C'est pourquoi je disais que M. Kabouya, je crois il a son point de vue, Augustin Kabouya, mais moi je pense que ça devait être une ordonnance lue à la télévision et pour que ça soit opposable à tout le monde. On a vu Charles Mondo Simba à l'époque travailler, on l'a vu travailler, on l'a vu recevoir les gens. On n'a pas vu Marc Kabound recevoir quelqu'un, on ne l'a pas vu. Moi je considère que... Moi personnellement je ne l'ai pas vu. Je considère que l'informateur n'a pas été désigné. Mais je considère que c'est possible que les deux familles politiques aient trouvé un compromis politique à un certain niveau. Parce que s'il y avait objection, eh bien, c'est peut-être l'INC qui objecterait, ou le président lui-même. Donc, votre silence veut dire que vous acceptez ce communiqué. Mais on dit qu'il n'est dit mon consent. Qu'il n'est dit mon consent. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez la position presque officielle, parce que c'est une des voix aussi qui porte à l'UNC, candidat réélu pour la deuxième fois à Walikale dans le Nord Kivu, donc la voix de Juvenal Munobo porte. Donc, il y aura directement Juvenal informateur. On va y aller maintenant avec informateur. Considérant ces communiqués, c'est que nous nous attendons à la nomination du Premier ministre. Tout simplement. Incessamment, tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression? C'est ce que ça veut dire. Ça montre qu'on a... Que vous n'avez pas suivi la procédure. Pourquoi vous n'avez pas suivi la procédure? Parce que Joseph Kabila à l'époque, il avait sa majorité. Claire, c'était connu. Mais il a quand même suivi cette procédure. Il y a eu le feu Papa Charles Mondo qui est passé, on l'a vu travailler. Mais pourquoi vous passez outre? Vous avez lu la motivation du communiqué, non? C'est quoi? Au frontispice du communiqué, il est dit pour préserver les acquis historiques de la passation de pouvoir. Oh mon Dieu! Et conforter les climats ambiants de paix ainsi que de stabilité du pays, d'assurer la bonne gouvernance. Donc cela vous empêche de respecter la procédure? Non, mais c'est ça. En nommant cet informateur, vous avez l'impression qu'il y aurait eu clash? C'est ça? Non, en tout cas, ce qui est dit ici, c'est qu'on a trouvé que la formule heureuse, hein, si je peux me permettre, moi, d'entrer dans l'esprit des signataires de ces communiqués du 6 mars 2019 et qui nous représentent. Mais la population, ce que moi j'interroge aussi, avant de venir à cette émission, j'entends les gens parler, ils me disent des questions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de subir le diktat du UFC? C'est pas possible qu'aujourd'hui l'UDPS, que l'UNC, le troisième parti de la RDC, puisse se faire signer comme ça et accepter n'importe quoi au nom de cette... Il y a certains analystes qui le pensent, il y a une partie de la presse étrangère aussi qui les dit. Exactement. Comme moi, je suis parmi les gens qui pensent que vous subissez un diktat du FCC. Non, non, je pense que c'est encore tôt pour tirer des conclusions. Hein? Nous n'avons même pas encore fini les 100 jours. Hein? C'est encore tôt. Je pense que vous aviez lu l'analyse de François Soudan de Jeune Afrique. L'impérialiste aujourd'hui. Aujourd'hui, l'UNC, vous... La semaine passée, quoi. Vous y croyez aux écrits des impérialistes aujourd'hui? Tout sera connu, bien fixé à l'aune après la formation du gouvernement. Qui viendra quand, vraiment? Hein? Donc on le saura un peu après. Même François Soudan était réservé dans son analyse. Selon vous, politique fiction, le gouvernement c'est à peu près quand? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Tu sais, la question est très politique. Mais vous avez la majorité, quelle politique vous voulez encore, Juvenal? Là vous êtes en train de tourner autour du pot. Mais moi je ne pense pas qu'on soit vraiment en retard. Est-ce qu'il y a péril en la démarche? Mais oui, il y a péril. À l'Est, les gens meurent. Juvenal, vous êtes député national, c'est quand même grave ce que vous dites. Il y a péril en la démarche, il n'y a pas d'eau à Kinshasa, il n'y a pas de courant, les élèves ont difficile à étudier. Moi je crois que si on intègre... Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas péril en la démarche? Moi je pense que si on intègre l'idée de la continuité de l'État, qu'il existe, il y a des ministres qu'on appelle des ministres qui sont là à titre transitoire, quoi. Hein, et il y a l'administration est là, les secrétaires généraux. Bon, il n'y a pas un vide. Hein. Est-ce qu'il y a un vide qui peut faire assez qu'il n'y ait pas d'intervention? Est-ce qu'il y a un vide
il n'y a pas un ministre de l'Intérieur qui peut booster pour que la police intensifie les patrouilles à Goma. Ce formateur viendra du FCC, comme on le dit. Donc après, le FCC... Suivant l'esprit du communiqué, la lettre et l'esprit. Le président, l'autorité morale du FCC, qui est Joseph Kabila, va donner un nom et le président va avaliser, tout simplement. Pour préserver ce passage civilisé du pouvoir. Il faut bien me comprendre. Quand je dis qu'il n'y a pas péril à la demeure, c'est pas veut dire que les gens meurent. La situation est très, très préoccupante. Mais oui, c'est ça, il y a péril à la demeure, on doit changer. À Beni, tout comme à Goma. Je parlais de péril à la demeure par rapport aux étapes qui doivent être réalisées. À l'Assemblée, on n'a pas encore un bureau définitif. Mais qu'est-ce qui cloche aussi là? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, les travail, c'est un travail hardi du règlement intérieur. Vous savez, c'est la base de toutes choses. Pour s'assurer d'une législature correcte, d'une bonne législature, eh bien, tout dépend de notre loi interne. Donc ce n'est que normal que ça nous prenne un peu du temps pour mettre sur pied, pour mettre à jour un bon règlement intérieur. Et donc ça va se passer, il faut qu'il y ait un bureau définitif qui va recevoir le gouvernement, le programme sera présenté et qui va investir sous l'impulsion de ces bureaux, la direction de ces bureaux, le gouvernement sera investi. Et donc nous ne sommes pas en retard, c'est ce que je voulais dire en fait. Il n'y a pas un grand retard parce qu'il n'y a pas aussi un bureau définitif. Le gouvernement ne peut pas être investi sous un bureau provisoire, non. Donc aujourd'hui, la coalition est bien... Et sur les rails aujourd'hui, il n'y aura pas cohabitation, il y aura cette fois-ci vraiment une coalition forte entre le FCC et en tout cas, c'est ça. Lorsqu'on lit la lettre et l'esprit du communiqué, on voit qu'il n'y a même pas un début de crise. Il n'y en a pas, parce qu'il y a ceux qui estimaient qu'il y avait une sorte de crise, mais moi je ne vois pas. Ça ne transparaît pas dans le communiqué. Et s'il y avait de mécontentement, eh bien, je crois que ça se serait déjà exprimé. Est-ce qu'aujourd'hui, Juvenal, puisque les gens disent, nous écoutons cette population, moi je ne viens pas pour mâcher les mots, la population dit que le FCC ne vous laissera pas réussir, parce que le FCC a échoué, il y a eu votre sanction, presque changement à l'Assemblée nationale, il y a une nouvelle tête. Est-ce que vous êtes sûr que le FCC vous laissera gagner, vous, le cash, pour que la population dise que c'est grâce au cash que nous sommes aujourd'hui, eux qui ont échoué, ils vous laisseront gagner. Et ça serait pour cette coalition vraiment qui va dire cette fois-ci, c'est à nous, prenons les rênes et gagnons ensemble. Et ça serait de notre part de la naïveté de penser qu'on nous fera des cadeaux. On ne nous fera pas de cadeaux. La politique, c'est une lutte, c'est une bataille. Mais il y a quelque chose en commun que nous cherchons à préserver, c'est les acquis de cette passation pacifique du pouvoir. De cette transition pacifique, cette alternance pacifique. Parce qu'il suffit d'un peu pour que les vases débordent. En fait, la politique, c'est toujours ça. Parfois, on marche sur les œufs. Oui, Maurice, une minute. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le président Kabila pèse encore, son nombre pèse encore sur la politique, la marche politique de la RDC? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est là? Il tire les ficelles, comme Fayilou l'a dit, il tire les ficelles derrière, en fait. Tshisekedi n'est là que comme... bon, le mot est fort, moi je ne peux pas le prononcer, j'ai pas envie qu'on me lynche, mais vous avez suivi le mot qu'il a dit, et c'est lui qui tire les ficelles, en fait. Alors, je n'ai pas aimé le mot que Fayulu a, c'était dans le Sunday Times, il a utilisé le mot pantin, je crois, quelque chose comme ça. Il parlait de Tshisekedi, effectivement, qu'il n'a pas le pouvoir. Faux ou vrai? Alors moi, je ne veux pas entrer dans ces considérations. Est-ce que le président Kabila tire les ficelles? Je ne peux pas vous confirmer des choses, parce que mes éléments ne me permettent pas d'analyse, ne me permettent pas de les dire. Mais je sais que c'est quelqu'un qui a dirigé le pays pendant plus de 15 ans. Il a encore ses hommes dans le pays. Il connaît les rouages du système. Ça a été son système pendant plus de 15 ans. Et ne pensez pas qu'un règne de 15 ans pourrait, après 36 jours ou 40 jours, changer totalement de couleur. Bon, comment ça se fait? Il faut pas se leurrer, donc ça ira progressivement. Mais comment sous d'autres cieux? Ça ira dans la paix progressivement. C'est là on arrive à le faire. Prenons le Ghana, par exemple. Comment au Ghana, ça passe comme ça? Aujourd'hui, nous sommes presque au 4e président. Le Ghana, c'est différent. La comparaison n'est pas raison. Mais moi, j'aimerais bien. L'international, j'ai une autre émission pour ça, pour essayer de comprendre. Comment au Ghana, aujourd'hui, ça passe? Nous voyons le président Rawlings qui circule calmement. Ça va venir. Madame Paulette, ça va venir. Ça viendra après 2e, 3e, 4e passation. Tu as répondu à la question. C'est un problème de culture politique, d'historique aussi, ou d'histoire. Le Ghana a une tradition démocratique avancée par rapport à nous. Et donc, là, c'est la toute première alternance. Depuis le 30 juin 1960, c'est la toute première fois qu'on a un ancien président vivant à l'issue d'une élection.
à l'issue d'une élection, on a un président de la République, un ancien président, un président honoraire vivant. Donc c'est une première étape, une première expérience, et peut-être une deuxième, une troisième. Ça viendra. Le futur Premier ministre, il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire que c'est Joseph Kabila qui sera le prochain Premier ministre. On est vraiment en train de jouer à la Poutine-Medvedev aujourd'hui. Alors moi, je n'ai pas la possibilité... Vous êtes député, et vous avez déjà des sons. Oui. Parce que moi, je ne suis pas de cette famille politique. C'est votre coalition, c'est votre coalition. Bien sûr. C'est KHFCC. Je vais vous donner mon point de vue. Oui. Moi, je ne suis pas de la famille politique, je ne suis pas d'IFCC, mais si j'étais quelqu'un qui pouvait parler au président Kabila face à toutes ces rumeurs que ça peut être lui, pourquoi pas. Moi, je lui aurais donné conseil, si je pouvais lui donner conseil, je lui aurais donné conseil, en tout cas que ça ne soit pas lui. Et je pense que lui-même, tel que je vois à l'évolution des choses, je ne pense pas qu'il soit tenté à être Premier ministre. Comme vous le dites, ça serait, alors là, ça serait difficile de percevoir qu'il y a eu vraiment rupture, qu'il y a eu vraiment changement, et on serait dans l'illustration d'une continuité, comme vous venez de le dire. Donc, s'il m'était donné, si j'avais l'opportunité de glisser un conseil dans ce sens, je lui demanderais de jouer un autre rôle que d'être Premier ministre, parce que le candidat potentiel Premier ministre ne manque pas dans sa famille politique. Les noms sont déjà en train d'être cités. Bon, il y a le Zolo Bambi, il y a bien d'autres noms qui sont cités. Donc, nous allons prendre... Je suis tout à fait d'accord avec votre appel. Il nous faut vite un gouvernement. Très, très vite. Mais est-ce qu'on est... On a l'impression que les choses sont... Est-ce qu'on est largement en retard? Il faut aussi considérer que nous aussi, au niveau du Parlement, on n'a pas encore un bureau définitif. Ok. Nous prenons l'avant-dernier thème. Nous allons parler de la déclaration de la jeunesse d'ensemble et de l'ouverture de la maison Schengen. Dans un communiqué signé ce dimanche 3 mars 2019 par son secrétaire général adjoint Chekala, la jeunesse de Ensemble pour le changement dit prendre acte de la proclamation de Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. La jeunesse de Ensemble pour le changement réaffirme son soutien indéfectible et loyal à son modèle Moïse Katumbi, dont le retour au pays est prévu dans le tout prochain jour. Ce document précise que dans le même ordre d'idées, la jeunesse de Ensemble pour le changement réitère l'appel à l'éveil de la conscience nationale. Cela pour la poursuite du combat pour l'instauration d'un état de droit et la lutte contre les antivaleurs. Elle dit lutter également pour le respect des libertés, la consolidation de la paix et de la justice sociale et l'instauration d'un véritable état de droit. La jeunesse de Ensemble pour le changement dit mettre en garde le Front commun pour le Congo contre ce qu'elle qualifie de manœuvre d'ingérence tendant à saboter les initiatives des leaders de l'opposition dans le cadre de la décrispation politique. Ce communiqué indique que cette plateforme n'est pas contre le président de la République nouvellement élu, mais elle lutte pour le respect des valeurs républicaines, en l'occurrence la vérité des urnes. La jeunesse de Ensemble pour le changement reste déterminée et disciplinée derrière l'engagement de son leader Moïse Katumbi et lutte aussi contre les ennemis de la République qui veulent s'éterniser au pouvoir, conclut ce document. À Kinshasa, la cérémonie d'ouverture officielle du Centre européen des visas a été présidée par Philippe Bronchen, chargé d'affaires ad intérim du Royaume de Belgique. La partie congolaise était représentée par Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République, ainsi que François Béat, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le Centre européen des visas, CEV en sigle, apporte plusieurs innovations en matière de demande des visas de l'espace Schengen, notamment son site web, déjà opérationnel en ce 6 mars, site à partir duquel le requérant devrait désormais fixer un rendez-vous en ligne. Le Centre européen des visas remplace la maison Schengen, qui délivrait les visas à destination de la Belgique et de 17 pays européens représentés en RDC. Il s'y est de noter que la réouverture de ce consulat européen géré par la Belgique intervient 13 mois après sa fermeture par les autorités congolaises pour raison d'harmonisation. Pour rappel, la Belgique et la RDC avaient signé le 22 février dernier l'accord sur la réouverture de la maison Schengen. Juvenal, la déclaration de la jeunesse d'ensemble, comme vous le dites vous-même, au cash, Bamessani, hein? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, personne ne pensait pas que ça allait durer. On ne nous donnait même pas une semaine, quoi, depuis l'investiture, depuis la proclamation des résultats. Hein, on ne pense pas que ça allait tenir, tout ça, mais ça tient.
Ça tient. C'est vrai, toutes les attentes ne sont pas encore répondues. Peut-être il y a ceux qui estiment qu'il y a encore l'ombre de l'ancien président. Mais moi, je leur réponds en disant que ça ira progressivement. Ça ira progressivement. Et le retour du président du MK d'ensemble, Moïse Katumbi, il a déjà reçu son passeport. Moi, je me réjouis d'abord qu'il ait reçu son passeport. Parce il n'est plus italien. Hein, moi, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait vraiment pas des raisons qu'il soit en exil, privé de son passeport et tout ça. Moi, je voyais qu'il y avait une sorte d'acharnement sur tout ça. Ça, c'est mon point de vue, je l'avais exprimé. Mais lui-même ne s'est pas exprimé. Le silence de Katumbi, pour vous, ça cache quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent déjà, comme Baba a déjà parlé, comme les lieutenants de l'ensemble ont déjà parlé, c'est là, dit, comme vous l'avez dit, qu'il est dit mon consent. Oui, bon, peut-être qu'il ne trouve pas que c'est utile. Hein. Il faut peut-être lui poser la question ou poser la question à son porte-parole. Je vis que son porte-parole ne s'est pas exprimé aussi, il est assez loquace, mais il ne s'est pas exprimé là-dessus. Mais somme toute, ça reste une bonne nouvelle, hein, parce que moi j'estime qu'il n'y avait vraiment pas de raison de les laisser en exil. Et je souhaite qu'ils rentrent au pays quoi, pour participer à la vie nationale avec d'autres acteurs. Parce qu'il faut qu'il y ait une majorité au pouvoir, une coalition majoritaire au pouvoir. Il faut qu'il y ait une opposition. Qui sera il faut qu'il y ait aussi une opposition. Vous m'avez précédé par rapport à l'opposition. Qui sera la figure de proue de l'opposition? Il y a quelques mois, c'était Kamere, c'était Félix, c'était les autres. Mais aujourd'hui, qui sera cette figure de proue qui Moi, je pensais que ça devrait être Fayulu. Mais moi, j'étais surpris qu'il ait renoncé à son mandat de parlementaire. Mais je pensais qu'il pouvait mener une très très bonne opposition parlementaire, donc au sein du Parlement, chef de file de l'opposition parlementaire. Suivre les lois, suivre les discussions, les contrôles parlementaires, corriger ce qui est à corriger. Vous ne pensez pas que c'est l'œuvre... Je ne sais pas le rôle qu'il attend jouer. Ce sont les mauvais conseils, comme disent une certaine opinion de Jean-Pierre Bemba et des autres qui veulent le noyer, parce que beaucoup de gens ne pensaient pas que Martin Fayulu allait éclore comme ça, permettait l'expression. En tout cas, s'il m'était donné tout ça. Est-ce qu'il ne suit pas les mauvais conseils de Jean-Pierre Bemba qui s'est dit que nous... Si j'étais quelqu'un qui pouvait lui glisser un conseil, ça serait en tout cas avant de capitaliser l'aura qu'il a aujourd'hui. De capitaliser le fait qu'il a été élu député, de rester à l'Assemblée nationale, d'organiser une opposition parlementaire, et il aurait toute la chandelle par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas quel rôle il attend jouer. Bon, il est dans le combat pour la vérité des urnes, il voit les chancelleries, il fait des tournées en Europe, aux États-Unis. Attendons voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'on me dira ne compare pas Fayulu à Etienne Tshisekedi, beaucoup le disent, c'est pas Etienne Tshisekedi, mais restons froids. Est-ce qu'il ne suit pas le chemin un peu d'Etienne Tshisekedi, puisque Etienne Tshisekedi, moi, je ne le il est resté dans sa constance jusqu'à sa mort. Est-ce que ce n'est pas le même chemin qu'emprunte Fayulu? En politique, il faut être constant, ça c'est évident, mais il ne faut pas être opiniâtre. C'est des choses différentes. Il faut être constant dans sa position, mais il arrive parfois de changer de fusil d'épaule. Il ne faut pas être dur. C'est ça l'opiniâtreté. Il faut toujours faire la différence. Parce que la politique, c'est par rapport au temps aussi, au contexte, il y a plusieurs facteurs. C'est qu'a fait l'office, Félix Tshisekedi. Oui, c'est le réalisme. Parce qu'il y a une certaine opinion. Vous avez suivi le propos de Mukwege qui a recommandé au chef de l'État de ne pas trahir son père. Ça veut dire quoi, en fait? Quand Mukwege dit à Félix Tshisekedi de ne pas trahir en fait, on prête des intentions à Félix. On prête des intentions, on a un peu peur pour lui, on pense que c'est quelqu'un peut-être qu'on pourrait manipuler. C'est ce qui fait dire à des gens comme Dr Mukwege, interpeller Félix à ne pas trahir son père, parce qu'on a un peu peur pour lui, on pense qu'on va le manipuler, mais ce n'est pas... C'est un président de la République. Selon une certaine opinion, quand on compare, les fils dévorent de fois leur père. Quand on voit Joseph Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait les choses à l'opposé de son père. Il était comme ça, tout droit, il ne voulait pas certaines choses, mais Kabila a fait. Bongo a fait peut-être la même chose. C'est pour ça que les gens se disent, est-ce que Félix ne fera-t-il pas ou ne sera-t-il pas l'opposé de son père? Il est trop conciliant, comme vous le dites. Conciliant, il est trop conciliant, il ne veut pas de tension, il accepte qu'on lui fasse des coups bas, parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que le communiqué du FCC Cash est un coup bas, qu'on est en train de lui mettre vraiment selon ceux qui pensent que c'est un coup bas, mais moi je pense que c'est... Alors, est-ce qu'il n'est pas trop conciliant? Est-ce qu'il n'est pas trop dur comme son père? N'est pas trop
c'est peut-être, vous avez dit, l'opinion traité. Est-ce qu'il n'est pas trop conciliant aussi? Mais il nous faut il est l'opposé de son père, en fait. Il nous faut un président conciliant. Oui, oui, il nous faut on avait trop peur, nous, en 2016, est-ce qu'on aurait une transition pacifique et tout ça, hein, en 2016, même 2017 et tout ça. Qu'on y soit arrivé, qu'on ait un président qui ne cherche pas à régler des comptes avec l'ancienne équipe, eh bien, c'est quelque chose de bon, quoi. Il faut capitaliser cela. Il nous faut quelqu'un de conciliant. Est-ce qu'il va suivre l'exemple de son père? Est-ce qu'il va un peu s'en écarter? Est-ce que son papa était positif sur toute la ligne? Ça aussi, c'est des réflexions qu'il faut lancer. Est-ce qu'on ne reprochait pas aussi à son papa parfois un manque de flexibilité? La politique, c'est ça. Donc, c'est un mélange de constance. C'est un mélange aussi d'un peu de flexibilité. Et évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est un virage à 90 degrés. Ça, il ne faut pas changer soi-même. On reste soi-même. Avec les politiques congolais, on connaît la transhumance. Hein. C'est même pas 90, c'est 360 degrés avec les politiques congolais. Nous allons parler de la maison Schengen, la réouverture. C'est une des promesses de la campagne aussi de Tshisekedi qui a été tenue. C'est une bonne chose pour vous, la réouverture de cette maison? C'est une bonne chose parce que ça a accordé des facilités dans l'obtention du visa. Et puis, il fallait que cette page soit tournée, quoi, parce que ça n'était pas à notre intérêt, à l'intérêt des Congolais, des commerçants, des étudiants, de ceux qui vont en soins. Ce n'était pas à notre intérêt, cette crise-là. Je ne sais même pas pourquoi on l'avait ouvert, cette crise. Mais sous d'autres pays, Juvenal, vous voyagez beaucoup, il n'existe pas de maison Schengen. Pourquoi on nous a imposé, nous, ici en RDC, la maison Schengen? Vous allez au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de maison Schengen. Au Rwanda, il n'y a pas de maison Schengen. Au Burundi, en Afrique du Sud, d'ailleurs, il n'y a pas de maison Schengen. Pourquoi on nous a imposé cette maison, en fait? C'était pour éviter un peu la lourdeur. Hein. S'il fallait, vous voulez aller en Espagne, vous allez à l'ambassade de l'Espagne. Ce n'était pas si facile. Toutes les ambassades n'ont pas les, comment dirais-je, n'ont pas les personnels et les matériels toujours disponibles pour délivrer le visa. Raison pour laquelle on a fusionné les efforts pour confier la tâche à une seule administration. La Belgique. Oui, la Belgique n'est pas tendre. Hein? La Belgique n'est pas du tout tendre. Le problème, c'est qu'il y avait cette glace-là entre Kinshasa et Bruxelles. Et c'est ça qui a... Et moi, je suis content qu'on ait... Une question assez personnelle, un internaute m'a dit de vous poser, mon émission est très interactive. Est-ce que Vital Kamerhe accepte d'être dans l'ombre? Presque entre guillemets. Est-ce qu'il est dans l'ombre? Parce que c'est aussi ça la question. Il n'est pas dans l'ombre. Un directeur de cabinet d'un président de la République. C'est l'homme de l'ombre sous d'autres cieux. C'est l'homme de l'ombre. C'est celui qui souffle à l'oreille du chef, qu'on ne voit pas souvent, le directeur de cabinet. Ne peut jamais. C'est le cœur du système. C'est vrai que beaucoup attendaient que Vital soit Premier ministre, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Beaucoup, je suis parmi. Beaucoup attendaient cela, mais il faut aussi voir les données des élections. Les élections, la députation nationale, ça n'a pas facilité les choses. C'est-à-dire, ni l'IDPS, ni l'INC, en tout cas notre coalition n'a pas eu beaucoup de sièges au Parlement. Parce qu'il faut il faut dire la vérité, c'est ça la vérité. Est-ce que les rôles qu'ils jouent, comment expliquer ça? Quand on voit la masse, comment vous drainiez les foules lors des campagnes et tout ça, c'est cette alternance à l'Assemblée nationale qui a échoué. Comment vous expliquez ça? Alors, d'abord, il faut savoir que dans plusieurs circonscriptions, les électeurs étaient parfois des nécessités, quoi. Il faut savoir que la politique ici, les moyens financiers, ça reste un facteur important. Hein. Il y a beaucoup de candidats du pouvoir qui ont utilisé des moyens financiers. Il faut tenir compte de ça. Mais il faut dire aussi que peut-être que l'opposition ne s'est pas beaucoup focalisée, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à tirer des leçons des élections passées. Quelles sont les il y a eu un grand focus au niveau, de la présidentielle, et vous avez oublié et pas un grand focus au niveau, je le disais à mes collègues, au niveau de la préparation des élections législatives et provinciales. Et donc nous devons, dès maintenant, nous devons déjà commencer à préparer les futures élections. En 2023. Et considérer que le pouvoir, ce n'est pas seulement la présidence de la République. Il y a plusieurs niveaux de pouvoir. Vous pouvez ne pas avoir la présidence, mais vous avez une influence dans d'autres. C'est ce qu'a le FCC aujourd'hui et qui vous impose certaines choses. C'est ce qu'a le FCC aujourd'hui qui vous impose certaines choses. Je ne pense pas. Nous sommes dans un partenariat. Nous le suivons quand même.
avec des yeux avertis. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, avec le social quand même. Nous allons parler de lancement des activités de Monde de la Femme. Nous sommes en mars. Nous allons parler de cette saisine vraiment de la cocaïne à l'aéroport international d'Njili. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de drogue qui entrait dans mon pays. Et nous allons constater un peu des travaux dans la route universitaire. Députés nationaux et provinciaux, ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, membres du cabinet du chef de l'État, représentants des organismes du système des Nations Unies, officiers militaires et policiers et tant d'autres personnalités congolaises étaient présents à la cérémonie officielle du lancement des activités du mois de mars. Plusieurs femmes congolaises ont aussi fait le déplacement pour la circonstance. Après la mise en place, c'est alors que la première dame congolaise fera son entrée. C'est pour la toute première fois depuis l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême que Denise Nyakeru s'est adressée à la population congolaise, particulièrement à la femme. Denise Nyakeru Tshisekedi a d'abord rendu hommage aux femmes qui sont mortes par 1 minute de silence. En ce jour où le monde entier célèbre la 162e journée internationale de la femme, nos premières pensées vont vers les femmes victimes des violences sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. Je vous invite donc à vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de celles qui nous ont quittés. C'est par la suite qu'elle a lancé les activités de mars, mois dédié à la femme. C'est un honneur pour moi de lancer ce mois dédié à la femme à vos côtés. La première dame s'est en outre dit préoccupée par la situation de la femme congolaise. Jadis, j'ai été une fille. Aujourd'hui, je suis une femme, une mère, une sœur, une citoyenne de la République démocratique du Congo. Et la situation de mon pays en général me préoccupe au plus haut point, mais en particulier celle de la femme congolaise. C'est à ce titre que mon allocution de ce jour sera pour moi une tentative d'appel collectif, d'éveil et de conscience, orientée vers la femme congolaise, et ce, dans la démarche coordonnée du développement tant voulu de notre cher et beau pays. Soyons femmes, tels que le Créateur veut que nous soyons, a déclaré la première dame, qui, par ces mots, appelle la femme à la prise de conscience. Soyons femmes, tels que le Seigneur veut que nous le soyons. Je parle ici de la femme, symbole de l'amour. Aucune émancipation, aucun développement, aucune intelligence, aucune innovation ne saurait se réaliser sans que préalablement ne soit posé le jalon de l'amour comme un socle. Ici est de noter que l'an 2019, les femmes célèbrent le 162e anniversaire de la Journée internationale de la femme. La découverte est un peu étonnante. La police judiciaire dit avoir trouvé 27 casques pour cyclistes contenant 27,5 kg de la cocaïne. Cette saisie était effectuée à l'entrepôt Pacific Trading à Kinaero par la direction des stupéfiants de la coordination nationale de la police judiciaire. Le porte-parole de la police nationale congolaise précise que cette cocaïne provenait de l'Inde via Dubaï et Nairobi par Kenya Airways et était transportée par Comexas Afrique SPRL. Cette matière saisie est estimée à plus de 260 000 $ américains selon le porte-parole de la police nationale congolaise. Bien que les enquêtes sont en cours au niveau de la police judiciaire, le premier suspect a déjà été appréhendé. L'on signale que le suspect serait domicilié au quartier Matongé dans la commune de Kalamu. La police, qui ne souhaite pas voir Kinshasa être la plaque tournante de la drogue, se propose d'acheminer les colis saisis dans une zone éloignée pour incinération. Ceci se veut un signal fort à l'endroit de tous les trafiquants de la drogue qui opèrent au pays. Nous sommes bel et bien sur la route universitaire aux environs des ronds-points Yolo Médical. Ici, comme l'attestent ces images, les travaux de réhabilitation de cette artère s'effectuent normalement.
À ce jour, l'Office des voiries et drainage s'attelle à des travaux de décaissement et de préparation fond des coffres, d'où la satisfaction des riverains. Le peuple congolais a sepeli, ils ont un projet à 100 jours, il y a Mokonzambo, Gandenga, Lobaki, tout le monde est salé peso salema. Nazane Sengo Mingi, il y a le président de la mission actuelle, Félix Tshisekedi, a lobby et puis a réalisé. Moké on a masungié, avec un misala na la place. Et puis ça c'est sango. Ngana wuti na Équateur, il y a même pas une semaine. Mais c'est pas singa makasi. Ba oyo bazalaki osala musala liboso, bazalaki pena ba aventurier, bazo mériter et tout muna bango. Pona nini tala nano nzela munene boy, est-ce que camion ya munene eko supporter mabele oyo? Nzela mobimba bazocha mabanga te bazocha mabele. Modification vraiment to mona do musala ndenge sala mageza yango te. Musala ndi yango to mona poto moni mabanga. Wana to mona ki bazoko balusa ba mabele na ba goudron soit disant goudron mais to comprenez qui même pas. Mais boy to mona ba ocha ba kayas tout nzela c'est que vraiment modification. Ce qui nous appelle à un suivi de ces travaux par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour un aboutissement heureux. Il faut que ça la suivi. Pour eux, ce total qui mboge kufa ki liboso likolo a suivi. Opesi mbongo boke no sala musala. Bazoya bazimbongo machie koto batongi ba immeuble nzela basalika ya bongo bongo. En tout cas mokonzi mboka nazo senga ye azana na suivi alandela mbongo esike ezokende eske ezosala musala to ezosala te. Notons que la route universitaire est l'un des axes principaux du programme d'urgence des 100 jours du 5e chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Juvenal, nous sommes en train d'atterrir. Une question quand même assez inquiétante. Kinshasa devient la plaque tournante de la vente de la drogue. 260 000 $ de drogue, trouvé presque 20 kilos. Oui, ça montre qu'il y a un problème au niveau de l'administration, au niveau de la sécurité, les services de l'ANR, les services dans les postes des frontières. Et c'est déjà bien quand même qu'on ait intercepté cela. Il faut renforcer tout simplement. Au niveau de la police, il faut renforcer les mesures. Il y a la police qui doit agir, il y a les services des renseignements aussi qui doivent agir, les services d'immigration. Je comprends, parce que ces agents aussi ne sont pas placés dans de bonnes conditions de vie et de travail. Vous voyez, donc c'est parfois facile de les corrompre, parce qu'on sait bien qu'ils ne sont pas à l'abri de la corruption. L'effort à faire, c'est de placer ces agents-là, lorsque viendra le moment d'étudier les budgets, d'examiner les budgets pour les prochains exercices, de voir dans quelle mesure on peut mettre ces agents de l'administration dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'ils sont commis à des services sensibles. Parce que ça, il va de la sécurité du pays. Constat, route, université. Les terroristes utilisent, ils font de tels commerces illicites. Donc il faut faire très très attention. Et notre pays aussi est cité parmi les pays où on blanchit trop l'argent en RDC. Et il existe d'ailleurs une cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, je crois que c'est toujours opérationnel. Alors elle devait vraiment être active, cette cellule-là, et si besoin, la redynamiser pour qu'elle soit un bon service de détection de tous ces actes. Merci Alain Bianga, tu es descendu à la route universitaire. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses vont très 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 vite. Ils ont peur des comment on appelait ça, de l'évaluation, des convocations à la présidence de la République. C'était chaud à un moment, des convocations à tout bout de champ. Et c'est en train de payer, quoi. Donc, dès la première semaine, tu as vu... Cette route a vraiment tardé de l'université. Tu as constaté, dès la première semaine, il y a eu ce temps qui a été lancé à partir de la présidence, et c'est en train de payer. Donc, vous voyez, au niveau des services, les gens s'activent, que ce soit l'office des voiries... Et cette fois-ci, le chef a choisi l'office, l'OVD, l'office des routes et tout ça. C'est une façon aussi de casser un peu ces marchés chinois, comme on dit aujourd'hui, parce que tout était fait par les Chinois. On ne sait même pas de... Sûrement que la présidence a trouvé qu'il y avait lieu de remettre de l'ordre, vraiment dans ce secteur. C'est un secteur clé, la voirie, l'urbanisation. C'est un service très clé. Pourquoi? Parce que c'est aussi, ça sera ça la vitrine aussi déjà. Lorsqu'on réhabilite les routes à Goma, lorsqu'on améliore la voirie, ça sera un bon témoignage que le gouvernement s'occupe des infrastructures
en attendant évidemment que d'autres routes soient réhabilitées. Moi, j'ai la soif de voir, par exemple, l'axe routier Goma-Walikale être réhabilité. Le chef de l'État est en train de... On a promis 50 km et les travaux devraient commencer les 6. Il est en train de marquer... J'ai hâte de voir cela. Son empreinte ou ses empreintes en RDC. Je sais qu'il sera prochainement à Nairobi où il va rencontrer le président Macron. Oui, en marche des One Planet Summit. Oui. Donc, il va rencontrer le président Macron et nous connaissons l'impact sur le plan écologique et environnemental de la RDC. Et là, j'aimerais... Et vous pensez que cette fois-ci, le Congo va peser pour que, par exemple, pour la taxe carbone ou pour autre chose, pour que nous puissions vraiment avoir des recettes par rapport à ça? Moi, j'aimerais dans l'échange que le président de la République va avoir avec son homologue français, de donner l'engagement, de dire l'engagement du Congo dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Et je pense qu'il faut protéger Salonga, parce qu'il y a des menaces à ce niveau. Virunga, Salonga, les parcs nationaux. À cause du pétrole. On dit qu'on a découvert le pétrole, mais moi je me dis, si le pétrole a été découvert... À Virunga ou à Salonga? Déjà à Salonga aussi? Même à Salonga. Mais ce pays est un... Même à Salonga. C'est plus qu'un scandale géologique, ça. Oui. Alors, si le pétrole a été découvert, mais pourquoi ne pas réserver ça pour les générations à venir? Est-ce que notre développement passe nécessairement par l'urgence d'exploiter le pétrole? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser le tourisme? Sous la Deuxième République, sous Mobutu, le tourisme était florissant et ça faisait des rentrées financières dans les trésors. Moi, je crois qu'il faut préserver les patrimoines mondiaux de l'humanité et c'est des sources de débouchés pour le budget, des recettes pour le budget. Il faut casser ces mythes-là, de penser qu'il n'y a des richesses que les mines et les hydrocarbures. Il y a d'autres richesses qu'on peut développer à part les dés. Ou en plus des dés. Il y a par exemple la pêche. Pourquoi on n'organise pas la pêche? Il n'y a pas de grandes pêcheries bien organisées. L'agriculture. L'agriculture qui est censée être la priorité des priorités. Et surtout l'homme, l'intelligence. Il faut faire mieux que Bukangalonzo. Les universités, les écoles de formation, d'apprentissage, parce que la plus grande richesse, c'est l'homme. Est-ce qu'on met aujourd'hui encore le Congolais au centre? Parce que on a l'impression que le Congolais se perd. Il faut aussi voir les conditions dans lesquelles on forme le personnel qui doit se spécialiser dans l'agriculture, l'élevage. C'est ça aussi. Au niveau de l'éducation, au niveau de la formation professionnelle, je crois qu'il faut y mettre l'accent pour qu'on forme des personnes valables. Je sais qu'il y a des diplômes, mais est-ce que ceux qui ont été formés précédemment, sont-ils bien encadrés? C'est tout ça, donc c'est un chaîne, quoi. C'est une sorte de cercle vicieux. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas négliger l'agriculture et l'élevage. Voilà. Vous avez suivi la première... Il ne faut pas négliger le tourisme aussi. La première dame a lancé officiellement les activités du mois de la femme, Madame Denise Nkeru Tshisekedi. Elle a cité quand même quelques grandes dames que nous saluons. Il y a des savantes. Il y a Sandrine Moubenga, elle a cité. Il y a des activistes de droits de l'homme comme Gloria Senga, qu'elle a cité nommément. Donc il y a des grandes femmes qui marquent... Il y a la conseillère juridique aussi. Voilà, donc il y en a beaucoup. Dans presque tous les secteurs, il y a des grandes dames. En tout cas, moi, je profite pour saluer une poétesse que j'admire, Yolande Elébé. Elle écrit... Il y a des dames journalistes fortes aussi comme vous, quoi. Merci. Il y en a aussi comme Rachel Kitita, comme Amina Masengu, comme Laurette Mandala. Il y a des grandes femmes aujourd'hui qui marquent de leur empreinte le monde des médias congolais. Bien parce que c'est le mois de la femme. Exactement. Alors, vous pensez que vraiment la femme connaît son réel pouvoir ou pour vous, c'est un peu comment dire, des activités qui n'ont vraiment pas droit d'être. Parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas encore que ce mois leur est dédié pour voir un peu leurs droits. Ce n'est pas la journée de la femme, mais des droits de la femme. Mais les femmes aujourd'hui ne saisissent toujours pas cette nuance-là. Je crois qu'il faut y travailler davantage. C'est déjà bien les messages de Madame, la première dame, Denise. Et j'ai aimé quelques extraits de son intervention quand il dit qu'il faut faire la lutte, il faut lutter contre les violences sexuelles. Il faut faire parler des violences sexuelles. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il y a eu des morceaux, il y a eu des passages assez intéressants dans son discours. Alors, son message, ça voudrait dire qu'il ne faut pas qu'on se limite à tout ce qui est à la simple célébration, quoi. Port d'épargne, défilé. Au-delà de ça, le 8 mars devait être une journée pour des réflexions profondes sur